le plaisir d'être là ce soir pour y répondre. Merci. Bonsoir. Alors moi j'ai toujours une question qui n'est pas embarrassante. Ah, il faut que j'appuie. Voilà. Ça marche là? Oui. C'est avant le film, évidemment, qui connaissait un peu, ne serait-ce qu'un peu l'histoire de Maureen Kearney? Bon, vous êtes dans la moyenne basse, mais qui n'est jamais très haute. Ben voilà déjà pour qu'on a fait le film, en tout cas, pour que tous les autres connaissent l'histoire. Voilà. Donc merci pour vous. Merci. Merci pour Maureen Kearney. Alors, petite question, quand on voit ce film, justement, vous remerciez Maureen Kearney. Vous ne connaissez pas votre cinéma comme un cinéma extrêmement politique. Là, vous avez voulu faire un cinéma politique, vous avez voulu faire éclater la vérité, vous avez voulu... Je n'ai pas voulu faire du cinéma politique. Par hasard, je suis tombé sur cette histoire. En fait, un tweet, comme quoi les Twitter, ça peut aussi des fois avoir du bon. En tout cas, un tweet parlait du livre qui allait sortir, et j'ai lu le livre, et en lisant le livre, j'ai découvert cette histoire. Et là, j'ai été stupéfait, sidéré, happé, parce que le livre, qui était donc une enquête d'une journaliste, d'une grande journaliste de l'Obs, de l'Observateur, qui s'appelle Caroline Michel-Aguirre, il se trouve qu'elle connaissait Maureen Kearney parce qu'elle écrivait dans l'Obs sur l'énergie, sur l'industrie, et que Maureen Kearney était une de ses informatrices dans le milieu industriel. Et quand elle a su ce qui lui est arrivé, en fait, Caroline est allée au premier procès, où elle s'est fait accuser, Maureen Kearney, et en connaissant un peu Maureen Kearney, elle s'est dit, non mais c'est pas possible, c'est inhumain ce qu'on lui fait. Et à partir de là, elle s'est dit, je vais refaire une enquête, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, et je vais écrire un livre. Donc elle a écrit ce livre, que j'ai lu, et qui m'a stupéfait, voilà. Et à partir de là, je me dis, je vais raconter l'histoire de Maureen Kearney. Mais j'ai jamais pensé en me disant, il faut que je fasse un film politique, il faut que je fasse un film qui dénonce. Évidemment que si je me lançais là-dedans, ça allait être tout ça à la fois, mais c'est cette histoire qui m'a fasciné, c'est cette histoire qui m'a énormément touché. Il y a ces scènes, je vais vous dire même, en fait, où vraiment je me suis dit, là, il faut faire le truc, c'est ces scènes d'interrogatoire dans le commissariat dans la gendarmerie, où elle est interrogée avec son mari d'un côté et elle, et là tout part en vrille, comme on dit aujourd'hui. Et je me suis mis dans la peau de ces deux personnages, aussi bien le mari que la femme, et je me suis dit, mais c'est horrible, le couple qui est en train de vivre ça, et là je me suis dit, j'ai envie de montrer ça, et j'ai envie d'essayer de comprendre. À partir de là, je voulais faire le film. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup porté, c'est qu'en lisant, je suis évidemment allé sur Internet pour voir mais qui était Maureen Kearney, comment elle était physiquement, et quand j'ai vu son visage, et j'ai tout de suite pensé à Isabelle Huppert, parce qu'en fait on venait de tourner ensemble à La Daronne, on avait envie de retravailler ensemble, on s'est dit, comme on dit des fois, il faut qu'on travaille ensemble, c'était formidable, oui, bah là tout de suite après j'ai lu ce livre, et j'ai appelé Isabelle, et je lui ai dit, écoutez Isabelle, lis le livre, j'ai un truc dingue, je te l'envoie, elle l'a lu tout de suite, et elle m'a dit pareil, elle m'a dit, écoute, l'histoire est folle, le personnage est incroyable, écris le scénario, je le ferai. Écris tranquillement, mais je le ferai. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Et c'est même un luxe. Donc, bah voilà, à partir de là, j'ai pas réfléchi et j'ai fait ce film avec mon cœur, hein, tout simplement, quoi. Enfin, tout simplement. J'ai essayé d'être le plus sensible et de retransmettre les émotions que j'ai eues à la lecture de cette enquête, qui n'était pas un roman, hein, c'était vraiment une enquête de journaliste. Ce qui est marrant, c'est que durant le film, vous nous permettez de douter. Alors en fait,
Est-ce que vous avez douté, hein? Non, puisqu'il y a eu ce rendu de la justice, il y a eu ce non-lieu. Mais après, durant le film, on se dit, qu'est-ce que vous avez voulu faire en fait en instillant le doute? C'est le tenir. C'est-à-dire que dans l'enquête journalistique, il n'y a aucun doute. L'enquête est à charge contre tous ceux qui ont fait l'enquête ou qui ont mal fait l'enquête. Dans le livre, il n'y avait pas ça. Mais c'est un film de cinéma. Et puis ce qui m'intéressait, c'était de se dire, mais pourquoi ces mecs ont douté, quoi? Pourquoi tous ces hommes se sont mis à douter d'elle? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes ont douté au point que toute la machine judiciaire a douté et s'est emballée dans une direction qui visiblement n'est pas la bonne, mais en tout cas, c'est pas un type qui a douté, c'est plusieurs, c'est des gens de pouvoir. Alors après, il y a le pouvoir, il y a tout ça qui a interféré, mais le doute a fonctionné à plein tube, si je peux me permettre. Et ça m'intéressait, et c'était de le montrer. Et donc, c'était pas, je trouvais que c'était plus intéressant d'essayer de faire partager ce doute que de montrer des mecs un peu con qui se disent tout de suite elle est coupable et tout. Non, c'était pourquoi ça marche, pourquoi ça a marché, pourquoi on peut croire à un moment donné que ça a douté, et même après, pourquoi on s'en veut d'avoir douté, finalement, en disant, mais à la fin, quand évidemment il y a l'autre femme qui arrive et qui a vécu la même agression, et ça, on dit, bon, non, c'est pas possible, tout ça c'est vraiment passé, elle n'a pas inventé. Donc, c'était ça, il fallait réussir à vous transmettre ça et à transmettre ça aux spectateurs. C'était ça qui n'était pas simple. C'était quelque chose à laquelle tenait aussi beaucoup Isabelle Huppert, parce que d'abord, la question de doute, elle est très forte, pour en tout cas distiller des choses comme ça un peu tordues. Et ça lui plaisait beaucoup. Et puis parce qu'elle pensait aussi qu'à l'arrivée, c'était bien pour le film. Voilà. Ce qui était compliqué à faire comprendre à la vraie Maureen Carnet. Parce que quand on vous dit qu'on va faire un film où on va douter, la pauvre femme qui sort de toutes ces histoires, je lui ai dit, Maureen, ne vous inquiétez pas, à la fin on ne doutera pas. Mais c'est pas un documentaire, c'est pas une émission de radio comme il y a eu, c'est pas un livre, c'est un film de cinéma pour toucher le spectateur, pour que le spectateur connaisse votre histoire, qu'il comprenne le mécanisme de votre histoire, le mécanisme du doute, et à l'arrivée, être de votre côté, mais pas dès le début du film. Je ne sais pas si j'étais clair, très clair. Bon. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup guidé pendant l'écriture du scénario que j'ai écrit avec Fadette Drouard, une jeune scénariste. C'est quand même, pendant qu'on écrivait, j'ai vu sur Netflix un documentaire que certains d'entre vous ont peut-être vu sur l'affaire Grégory. Un truc très brillant fait par un cinéaste qui s'appelle Gilles Marchand. Et donc, c'est un documentaire super bien fait. Et dans ce documentaire, il y avait une interview d'un flic qui a donc mené l'enquête sur le petit Grégory et les potentiels, enfin bref, toute cette histoire. Et c'était un flic lambda qui était interviewé. Et il racontait qu'il avait été voir donc Madame Villemain, la mère du petit Grégory. Et il dit dans le film, dans le documentaire, voilà, alors je suis allé chez elle, c'était 4-5 jours après l'enterrement de son fils. Et je vois une femme en noir, dans un pull à col roulé noir, en laine, jusque-là, classique. Mais le pull en col roulé noir était très moulant et mettait en avant sa poitrine. Elle avait une poitrine. C'était une femme un peu... Bon, voilà. Et le mec vous dit froidement, à partir du moment où je l'ai vu dans son pull à col roulé noir, 4 jours après l'enterrement de son fils, je me suis dit, cette femme, il y a un truc, c'est pas normal. Cette femme, il y a un truc, peut-être qu'elle est coupable. Je me suis dit, ah ben d'accord. Et ben, il y a un peu de ça dans l'affaire de Maureen Carnet, et c'est ça qui m'a intéressé, quoi. Vous parlez d'ailleurs de sa manière de s'habiller, enfin, dans le dossier de presse que j'ai pu lire, vous parlez d'une femme en couleur au milieu d'hommes en gris. Alors, la vraie Maureen Carnet, c'est exactement physiquement comme Isabelle est dans le film. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment inspiré de la vraie Maureen Carnet. Il se trouve que Maureen et Isabelle ont la même stature physique, ce même femme un peu menue, toute sur l'énergie, etc. Et donc ça a été assez facile qu'Isabelle ressemble, mais c'est très troublant. Ce soir, elle ne pouvait pas être là malheureusement, mais Maureen Carnet m'accompagne dans certains débats. Hier soir, on était dans une autre ville, on en a fait pas mal et j'oublie même où on était hier soir. On était à Rouen hier soir. Et c'est très troublant parce qu'à la fin, on a l'impression que c'est quasiment Isabelle Huppert qui descend de l'écran et qui vient dans ça, tellement elles se ressemblent.
D'ailleurs, quand Maureen Carnet venait sur le plateau, de dos, on aurait dit 2 sœurs jumelles. Donc on a tout fait, Isabelle tenait, et moi aussi, à ce qu'elle ressemble vraiment à la vraie Maureen Carnet, et ça a été la coupe de cheveux, la frange, les lunettes, tout. Parce que cette femme se crée un costume, en gros, une carapace, pour lutter au milieu de ces hommes, quoi. Avant que tout ça déraille et qu'il y ait l'agression, mais dans la première partie, c'était vraiment cette femme énergique qui tenait tête, qui grattait là où ça faisait mal. Et pour ça, c'était quand même une tache de couleur, comme on disait, au milieu de tous ces hommes gris. Et ça, on voulait absolument le restituer visuellement dans le film. Ouais. Dernière question avant de laisser le public vous interroger. Est-ce que vous n'avez pas choisi de vous inspirer de faits réels et de donner des noms différents? Là, vous allez loin, parce que vous pourrez le raconter peut-être où vous avez pris les vrais noms, donc il y a les vraies personnes, les vraies personnes qui c'est-à-dire que pour moi, c'était humainement, c'était évident qu'il fallait faire ça. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dire, je vais faire connaître l'histoire de Maureen Carnet en la nommant, parce que sinon, je ne vais pas changer le nom de quelqu'un que je veux faire connaître. Donc, c'est Maureen Carnet, je raconte l'histoire de Maureen Carnet pour la faire connaître au plus grand nombre. À partir de là, si j'expose Maureen Carnet, qui a déjà quand même beaucoup souffert, je ne vais pas derrière changer les noms de ceux qui ont été impliqués à des Vous auriez pu changer le nom de Maureen Carnet aussi. Ouais, non, mais là, ça n'avait plus d'intérêt. Comment vous faire croire à l'histoire de Maureen Carnet si je l'appelle je ne vais pas dire un nom pour vexer ni quelqu'un. Non, mais c'était Maureen Carnet. Donc, comme c'était Maureen Carnet, ben derrière, c'était les autres. Voilà. Alors ça, après, c'est les risques qu'on prenait, parce qu'évidemment, ils ne sont pas très contents. Là, j'admets que je peux comprendre. Mais en même temps, alors maintenant, ils sont là. Évidemment, là, on reçoit des lettres d'avocats toute la journée, le producteur. Je pense qu'on va être obligé de rajouter des cartons, des machins, voilà. Bah oui, mais en même temps, on n'a pas inventé grand-chose. Alors si le coup de fil d'Henri Proglio n'a pas été donné, machin, il y a des détails comme ça, parce que c'est un film, parce que c'est une narration, parce que pour pas que ça dure 3 heures, pour pas qu'il y ait 45 000 personnages, il y a des fois, on a fait une adaptation, mais 80% des choses que vous voyez dans le film se sont vraiment passées comme vous le voyez dans le film. Et après, d'ailleurs, certains de ces personnages-là, visiblement, la mémoire qu'on a un peu vrillée, parce qu'ils disent non, ça ne s'est jamais passé, il y a juste 10 témoins qui ont vu la scène et qui ont dit oui, il a balancé une chaise. Ah non, bah si, on a 10 qui ont vu la chaise décoller, traverser le bureau. Donc ça existait vraiment. Bon, des choses comme ça, mais je peux comprendre qu'il y ait une espèce de réaction un peu épidermique. Et où c'est intéressant, c'est que, et c'est là où on peut se dire que le cinéma n'est pas tout à fait mort, bien qu'on entende des discours assez alarmistes, qui traversent des difficultés, je veux bien l'entendre, mais sur le bouquin, aucune remarque. Les émissions de radio, aucune remarque. Un documentaire à la télé, aucune remarque. Un film de cinéma, tous les avocats se sont réveillés. Non, et là, ils ont tous vu le film. Il y a une sympathique salle de projection avec 10 avocats. J'y étais pas. Hein. On m'a dit n'y va pas, c'est pas la peine. Et donc, ils ont tous vu, les avocats de tout le monde, le film. Et après, on reçoit des trucs. Voilà, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Oui, les détails, certains, j'admets que c'est une adaptation, mais il y a beaucoup de choses de vraies. Le public orléanais a... Non, ça va aller sans micro. Je voulais savoir si Maureen Carnet subissait toujours des pressions aujourd'hui, et si c'est le cas pour vous. Alors, Maureen Carnet ne subit plus de pression aujourd'hui, donc ça c'est très bien pour elle. La journaliste qui a écrit le bouquin il y a quelques semaines, a reçu des pressions à nouveau. Elle a reçu des messages menaçants, manque de peau. La police a identifié les messages, a identifié qui a fait les messages. Donc voilà, il y a maintenant aux renseignements généraux un dossier, la syndicaliste, le film. Mais c'est quoi, ils sont complètement crétins. Enfin, refaire des menaces, c'est bon. C'est un autre monde, on va dire. Donc oui, elle a été menacée. Moi, j'ai eu un espèce de truc un peu bizarre. Le film a été présenté au Festival de Venise. C'était la première mondiale. Alors devant une salle énorme de 900 personnes, avec les comédiens, ça a été très émouvant, évidemment. À la fin du film, on vous emmène pour partir avec les voitures, les machins, et là, il y a des...
oui, des gardes du corps, enfin qui vous emmènent au milieu de beaucoup de monde. Et il y a un bonhomme qui m'a attrapé un peu, et moi j'étais là, coincé entre Isabelle Huppert, Marina et ma femme. Et le mec me dit, un Français, alors un Français parlant très bien français à Venise, qui me dit bravo, c'est très bien, c'est courageux, vous avez mis tous les vrais noms. Bah, comme ce soir, je dis bah oui, enfin tout ça en partant comme ça, quoi. Et le mec me rattrape, et là j'entends plus bien, il parle à ma femme, il dit parce que moi je suis très ami avec Alexandre Joury, et je peux vous dire qu'il ne se laissera pas faire. Bon, ma femme a dit ça après le soir pour me décontracter. Voilà. Alors, Alexandre Joury vit en Suisse. Il ne peut plus revenir en France parce que s'il revient en France, il se fait arrêter. Mais néanmoins, je vais présenter le film lundi à Genève et à Lausanne. Donc, si jamais on me retrouve au fond du lac Léman dans un truc en béton, là, vous saurez. Non, je blague un peu, mais moyen quand même. Et donc, on m'accompagne à Genève. Je n'y vais pas tout seul. Voilà pour l'instant. Et Maureen, heureusement, Maureen, non. Voilà. Après, il y a des gens qui ne nous ont pas facilité la tâche, hein, quand même, pour tourner. Il y a des financements qui ont été plus durs à trouver. Par exemple, toutes les régions de France ont refusé de mettre de l'argent dans le film, alors que dans beaucoup de mes films, il y avait des régions. Là, on a tout essayé, aucune. Voilà, le scénario n'est pas terrible. Bon, d'accord. Par contre, il y a des gens dont c'est bien de le savoir, c'est France Télévisions, quand même, société publique, nationale, a cofinancé le film, et vraiment tout de suite. Ils ont dit c'est un sujet important, c'est à la télévision publique de le faire, et ça vaut le coup de le souligner, parce que dans une période où on est un peu tous échaudés, où le complotisme, la fake news, et des fois on se dit c'est plus la démocratie. Bon, il y a des soucis et tout, mais ne nous emballons pas, c'est quand même, le film existe. Voilà. Donc c'est déjà bien que le film existe et qu'il puisse exister et qu'une télévision publique le coproduit. Une question là. Il faut appuyer sur le bouton. Oui. Bonsoir. Dans le film, vous sous-entendez fortement que Anne Lauvergeon a effectivement utilisé cette syndicaliste pour faire éclater ce qui s'est passé. Et est-ce que c'était juste le scénario ou est-ce que c'est dans l'enquête, ça? Dans le livre? Alors, suivant les avocats, je ne sais pas ce que je dois répondre. On est entre Alors, nous. vous allez lire sur mes lèvres. Ça ne sort pas d'ici, hein. Non. En tout cas, Maureen elle-même avoue aujourd'hui qu'elle conçoit qu'elle a été manipulée. Après, Anne Lauvergeon et Maureen avaient une vraie connivence professionnelle, une amitié professionnelle qui ne débordait pas de ce cadre-là. Elles ne se voyaient jamais en dehors, elles ne faisaient pas des barbecues le dimanche, mais elles travaillaient vraiment ensemble, elles étaient très proches. D'abord parce que c'était dans un univers d'hommes, dans le nucléaire à l'époque, il y avait très peu de femmes. Je crois que sur 45 000 employés chez Areva, je crois qu'il y avait 20 femmes, 30 femmes, enfin c'était ridicule. Donc, et puis à la tête, une femme et Maureen qui était quand même à la tête du syndicat de 50 000 employés. Bon, donc elles étaient très proches. Ensuite, c'est vrai que quand Anne Lauvergeon s'est fait virer par Sarkozy et remplacée par Luc Courcel, il y a eu ce sentiment de revanche, comme elle dit à Maureen, je reviendrai, ici c'est chez moi, même si c'est pas chez elle, c'est Areva quand même, c'est pas... Bon voilà, mais je pense qu'il y avait ce truc très fort, qu'après elle l'a mal supporté, et de fait, cette histoire, elle a un peu soufflé sur la braise, comme on dit, voilà. Et ensuite, quand ça a mal tourné pour Maureen, et qu'il y a eu cette agression, il y a eu cette série de rencontres, comme c'est dans le film, et à la dernière rencontre, comme c'est dans le film avec le mari de Maureen, alors ça s'est pas passé forcément tout à fait comme ça, mais en tout cas, à partir de là, elles ne se sont plus revues. Donc il y a la version de Maureen qui est plus humaniste, qui trouve un peu des circonstances atténuantes à Lauvergeon, disant « Oui, mais ses enfants se faisaient menacer, elle a dû prendre la garde du corps, elle avait un peu peur. » Et puis vous avez la version un peu plus clinique de la journaliste, qui dit « Oui, mais Anne Lauvergeon, à cette époque-là, elle cherchait un nouveau job, elle pensait être ministre,
elle pensait reprendre la tête de je ne sais quelle grande entreprise. Et au bout d'un moment, d'être mêlée à cette histoire et d'avoir cette femme, Maureen Carnet, qu'on commençait à soupçonner, etc. Et on se demandait, mais est-ce qu'elles n'ont pas été est-ce que l'autre n'a pas manipulé, est-ce que l'une n'a pas manipulé l'autre, etc. Ça a commencé à coller comme un chewing-gum à la chaussure d'Anne Auvergeon. Et dans la réalité, à partir de ce moment-là, elles ne se sont plus vues. Et pendant 10 ans, elles ne se sont plus vues. Et la seule fois où Anne Auvergeon a rappelé Maureen Carnet, c'est pendant le tournage de ce film. Elle l'a appelé en lui disant « Vous êtes au courant qu'on tourne un film sur votre affaire, etc. » Et Maureen a dit « Oui, oui, bien sûr. » C'est la première fois en disant qu'elle rappelait Maureen Carnet. Voilà. Alors, vous avez indiqué avoir eu des menaces ou tentatives de représailles à la sortie du film. Ça peut s'entendre. Mais est-ce qu'en amont, il y a eu des tentatives de dissuasion? Non, il n'y a pas eu pour être franc, il n'y a pas eu de tentative de dissuasion. Je vous dis, comme je vous expliquais, il y a eu des financements plus compliqués à trouver. Comme on n'a pas eu les régions françaises, le producteur, qui est heureusement un bon producteur, a trouvé de l'argent en Allemagne. On a eu l'aide d'une région allemande. On a été tourner toutes les scènes de gendarmerie de Versailles à Cologne. Mais le principal, c'est de faire le film. Évidemment, les centrales nucléaires, EDF nous a pas dit « Ouais, venez chez nous, c'est génial ». Donc, c'était impossible de tourner chez EDF et on a tourné dans des centrales, pas nucléaires, mais au charbon d'Allemagne, qu'on a un peu trafiqué en numérique pour faire une vraie centrale nucléaire. Voilà. Bon, ça, c'est de la cuisine intérieure, interne, et ça s'est fait, le film s'est fait. Après, non, il y a eu des trucs un peu plus compliqués. Et puis, il y a eu des trucs, par exemple, on a tourné à Bercy. Ils nous ont dit oui. Là, on pensait qu'ils allaient nous balancer. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris d'ailleurs ce qu'on allait faire. Et je pense que le gars, quand il va voir le film, le pauvre gars de la com à Bercy, il va se faire convoquer. Parce qu'on a vraiment tourné à Bercy, on a refait ce bureau magnifique, etc. Donc il y a eu un mélange de choses comme ça, mais on n'a pas eu d'empêchement, non. Sincèrement, ce serait faux de le dire. Oui, quelles ont été les attitudes des autres organisations syndicales autour de cette affaire? Bah, alors, les attitudes dans le réel, je ne peux pas trop vous dire. Moi, je peux vous dire la CFDT, vu qu'elle était déléguée CFDT et que c'était le syndicat majoritaire. Après, la CFDT, ils ont vu le film d'ailleurs, la semaine dernière, ils adhèrent aux propos du film, et ils font même des projections avec les membres de CFDT bientôt. Après, la CFDT, par moment, a quand même eu un rôle un petit peu trouble. Enfin, pas trouble, non. C'est pas le bon terme. Disons qu'ils ont eu peur. C'est comme c'est dit dans le film, avec son copain. Alors, c'est un peu stigmatisé sur ce copain-là, mais c'était le rôle de la CFDT. Parmi les autres syndicats, quand elle s'est fait agresser, Maureen, bah, il y a eu cette panique de tous bords qui font que la CFDT et les autres syndicats, comme c'est expliqué, ont finalement renoncé à porter plainte contre Luc Courcel. Et puis après, ils ont quand même soutenu Maureen, ils ont payé les frais d'avocat, même si on ne peut pas dire que l'avocat était formidable, mais ils les ont payés. Ils ont payé aussi les frais du deuxième avocat, qui était nettement meilleur. Et ils l'ont soutenu. Alors la deuxième fois d'ailleurs, ce qui est assez... la première fois au premier procès, elle leur avait demandé de ne pas venir parce qu'elle pensait que ça pouvait être négatif. De toute façon, ça a été très négatif le premier procès. Par contre, ils sont venus au deuxième, comme c'est dans le film. Et quand on a tourné le procès, on l'a tourné vraiment dans le tribunal de Versailles où elle était réellement jugée parce que la salle était très impressionnante. Et parmi les figurants qui sont dans le film, ce sont ces vrais copains d'Areva qui étaient à l'époque au procès. Mais les autres syndicats, je ne peux pas tellement vous dire parce que là je ne sais pas exactement, mais enfin, en tout cas, il y a eu ce mouvement collectif de peur au moment de son agression, qui font que ce qu'ils voulaient entamer juridiquement contre le Courcel, ils ne l'ont pas fait. Oui, je vais juste rebondir un peu sur l'idée de la manipulation, qui est à mon avis endémique à tout type de pouvoir. Et là, on travaille aussi sur le pouvoir en fait, que les uns et les autres peuvent avoir dans des entreprises qui sont de taille quasiment inhumaine et qui sont des vraies machines à broyer. Ce qui est arrivé à votre héroïne, malheureusement arrive de façon en toute proportion gardée, de façon beaucoup plus tacite en fait dans les entreprises.
et particulièrement pour sortir un peu du débat, mais vous remercier simplement d'avoir encore et encore pris Grégory Gadebois, qui est vraiment un acteur merveilleux. Oui, et alors le vrai Gilles est ravi d'avoir été interprété par Grégory Gadebois. Même si physiquement, pour le coup, lui ne lui ressemble pas. Mais il m'a dit, mais d'ailleurs, quand il était dans les débats avec sa femme, il ne participait pas, mais chaque fois que tout le monde disait ça, là, je le voyais, il était aux anges. Il disait, ouais, je suis très drôle comme Grégory Gadebois, je suis très... Mais c'est vrai que ce couple, parce qu'en fait, je les ai rencontrés quand j'ai écrit. On les a rencontrés, évidemment. D'abord, on avait l'accord de Maureen Kearney, et puis je les ai rencontrés, Maureen, et son mari, et sa fille. Je les ai vus tous les trois. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai vu ce couple assez mal assorti, entre guillemets, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ils venaient tellement pas du même univers. Lui, toujours avec une espèce d'humour un peu cynique. Grégory et moi, il n'est pas cynique dans le film. Mais ce qui était un peu le Gilles en vrai, maintenant j'ai appris à le connaître, il est vraiment drôle et tout, mais c'était extrêmement... D'abord, c'était incroyable que ce couple ait vécu à ça, et survécu à cette histoire. C'est quand même... Déjà, on sait qu'un couple en temps normal, c'est pas toujours marrant, mais alors dans des histoires comme ça, survivre à ça, il faut vraiment être super solide. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que le livre était un livre de journaliste, donc il n'y avait rien d'intime dans le livre. C'était vraiment un truc de fake, ce qui était formidable. Parce que moi, je ne connaissais rien à l'industrie nucléaire, au syndicat, tout ça, donc ça me permettait d'avoir cette matière. Par contre, la matière humaine, c'était à moi de l'inventer ou de la deviner. C'était à nous, avec Fadette, de l'inventer ou de la deviner. Et par exemple, cette scène, après les interrogatoires, quand ils sortent de la gendarmerie et qu'ils montent dans cette estafette de la gendarmerie, et il y a l'histoire de la main, on l'a inventé avec Fadette. Parce qu'on trouvait que c'était la suite logique de ça. Et l'autre jour, Gilles m'a dit, tu sais que cette scène, on l'a vraiment vécue. C'est-à-dire que vraiment, j'ai voulu lui donner la main et elle m'a retiré la main, parce qu'elle pensait que je l'avais trahi. Je me dis, mais putain, le truc de couple d'enfer, ça doit être à vivre quand on vit ça, quoi. Et ben, ils ont survécu à ça, quoi. Donc, le film voulait aussi montrer ça. Il y a d'autres questions? Madame. Vous avez dit que l'héroïne Maureen a assisté au tournage. Elle était présente sur les scènes? Non. Non? Enfin, elle est venue 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Et donc, comment ça s'est passé pour elle dans ces moments-là? Alors en fait, donc j'ai vu Maureen, ça je vous ai dit tout à l'heure. Après, elle a lu le scénario. Une fois que le scénario était terminé, elle a dit ça me va. Enfin, je voulais qu'elle valide le scénario. Je voulais qu'elle soit en accord avec le scénario. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci. Isabelle Huppert n'a pas voulu la rencontrer. C'est-à-dire que Isabelle, elle voulait absolument lui ressembler, avoir ce costume, tout ça, comme je disais tout à l'heure. Elle voulait se glisser dans la peau du personnage, mais après, elle ne voulait pas se sentir obligée d'imiter Maureen Kearney. Donc elle avait un peu peur de ça, donc elle n'a pas voulu la rencontrer. Mais Maureen ensuite est venue sur le tournage, me rendre visite 2 ou 3 fois pour voir, parce que Maureen, elle n'avait jamais été de près ou de loin dans le milieu du cinéma, elle ne connaissait pas. Déjà, quand on lui a dit on va faire un film de rugby, elle n'y croyait pas. Elle pensait que ça ne se ferait pas, qu'on n'y arriverait pas, que ça ne se ferait pas. Quand elle a su que c'était Isabelle Huppert, elle s'est dit c'est quoi cette histoire, mais ils vont peut-être y arriver quand même. Et puis ça s'est fait. Et donc elle est venue sur le tournage. Alors c'était extrêmement troublant parce que de dos, vous n'arriviez plus à reconnaître qui était Isabelle Huppert et qui était quelqu'un. On aurait vraiment eu 2 surjumelles. Ça c'était assez bizarre. Et ensuite, Maureen a vu le film une fois terminé. Et là ça a été très violent pour elle. Parce que c'est tout ce qu'elle essayait d'oublier, évidemment. Et c'était surtout se voir, elle, dans des scènes qu'elle avait vécues de l'intérieur et qu'elle ne s'imaginait pas. C'était se voir, en plus, avec Isabelle qui lui ressemble dans le film, énormément. Donc c'était justement tout ce qu'elle essayait d'effacer de sa mémoire depuis des années, tout ce qu'elle essayait de dématérialiser ou de vivre dans une espèce de point de vue extérieur pour essayer de vivre avec. Et là, tout d'un coup, sur un écran énorme, elle se voyait dans des scènes qu'elle avait vécues, évidemment, mais dans lesquelles elle ne s'était pas imaginée vue. Et ça a été très, très violent pour elle. Donc, elle a été assez mal pendant 1 mois. Et ensuite, lors d'un festival, elle est venue, elle a revu le film en salle, avec du public, comme ce soir.
Et là, je pense que ça l'a rassurée de voir, les réactions du public, de voir l'empathie que le public avait pour elle, de voir que les gens comprenaient ce qu'elle avait vécu, partageaient ce qu'elle avait vécu. Et ça lui a fait énormément de bien. Tellement bien qu'elle a revu 3 fois le film comme ça, dans des salles différentes, jusqu'à l'accepter. Et maintenant, elle l'a accepté, elle voit la fiction, elle voit la réalité, elle voit Isabelle, voilà. Et maintenant, elle a fait des débats avec moi, elle fera la promotion avec Isabelle, etc. Donc ça va, elle a repris la distance nécessaire, mais sur le moment, ça a été très violent, la première vision. Elle vous a remercié, excusez-moi, je me permets une question. Est-ce qu'elle vous a remercié? Est-ce qu'elle vous a dit merci de m'avoir mis en lumière? Ou est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance? Ou est-ce que. Parce que vous l'avez fait avec son accord, je présume. Oui, bien sûr, je l'ai fait avec son accord. Elle m'a remercié tous les jours quand on est ensemble et quand on monte le film. Pour elle, le plus important, c'est que les gens soient au courant, c'est que les gens reconnaissent ce qu'elle a vécu, apprennent ce qu'elle a vécu. Et le cinéma, c'est le média le plus important. Parce que c'est plus fort qu'un livre, c'est plus fort qu'une émission de radio. Donc oui, elle est très contente que le film existe, oui, elle est très contente que le film soit vu, oui, elle est très contente. C'est un peu, le terme n'est pas très beau de dire oui, elle est très contente du film. Sincèrement, je préférerais que le film n'existe pas et qu'elle n'ait pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais comme elle a vécu ça, maintenant elle est très contente que le film existe et montre cette réalité-là. Oui. Parce qu'en fait, vous disiez dans le dossier de presse que oui, c'est un personnage qui sait le moment où elle a commencé à fréquenter, par son statut, à pouvoir avoir rendez-vous avec François Hollande, à pouvoir. Elle avait accès à tout le monde. Voilà, ça. Et donc en fait, c'est peut-être un peu moins difficile pour elle aujourd'hui de se voir sur grand écran en tant que. Non, c'est une question. Hein. Non, c'est très difficile. Je pense que après l'agression, sa vie a basculé dans autre chose. Et que d'être copine avec, enfin la copine n'était pas copine, mais d'avoir accès à François Hollande, au bout d'un moment, ça n'empêche pas de se faire violer comme elle l'a été. Donc je pense que, par contre, qu'avant, elle a mésestimé le fait de pouvoir vivre ça. Et qu'elle s'est pensée, peut-être elle s'est pensée un peu intouchable, parce qu'elle, justement, elle était très proche de toutes ces élites, et qu'elle se disait, inconsciemment, il ne peut rien m'arriver de grave. Et je pense que c'est ce qui l'a poussé à aller si loin à vouloir tous les emmerder. Et ce que je trouve assez violent, c'est que évidemment, elle a été agressée de cette sorte parce que c'est une femme, mais parce que, deuxièmement, c'est le rapport social, c'est-à-dire elle ne vient pas de ce milieu-là. C'est-à-dire que Maureen Carnet, elle n'a pas fait Polytechnique, elle n'a pas fait l'ENA, elle ne fait pas partie de cette caste, de tout ça, en plus d'hommes. Et à un moment donné, elle les fréquentait, elle était très proche d'eux, parce qu'ils avaient besoin d'elle, parce qu'elle arrivait à tenir les syndicats, parce qu'elle arrivait à établir un vrai dialogue social et un vrai dialogue à travers le syndicat, et ça a aidé tout le monde. Mais le jour où elle a gratté trop fort et elle a franchi la ligne jaune, là on l'a mise à sa place très très violemment, pour toutes ces raisons-là. Petite question. Vous dénoncez, en fait, il y a quand même 2 scandales majeurs. Il y a quand même l'histoire de Maureen, et puis il y a le fait que les Chinois ont notre savoir-faire et construisent des centrales nucléaires. Et est-ce que vous pensez et qui nous vendent, et est-ce que, moi je ne savais pas ça par exemple, du coup est-ce que ce film est devenu quelque chose de militant, qui pourrait, il y a le Covid et tout qui passait par là en plus, est-ce que vous espérez que ça va avoir un impact sur la politique énergétique française? Alors là, je n'ai pas cette ambition-là. Enfin, quoi, si on peut passer de 19 à 20, personnellement, 20 degrés, hein, je suis plutôt pour. Étant d'un naturel assez frileux, non plus, je sais pas ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là est le début de la fin. C'est l'un des premiers trucs qui fait que tout a déraillé et que quelque part on en est là aujourd'hui avec l'énergie. Et alors après, on peut dire le nucléaire c'est nul, c'est pas un film qui est pour ou contre le nucléaire, comme c'est pas un film sur les syndicats, c'est un film sur une femme qui est syndicaliste à ce moment-là. Après, moi j'ai mes idées de citoyen, voilà. Mais sur le nucléaire, par contre, voilà, c'est à cause d'ego de certaines personnes, à cause de trucs, le nucléaire a été à un moment donné bradé, et aujourd'hui, peut-être qu'on s'en
s'en mord les doigts et qu'on est allé se jeter chez les Russes pour avoir du gaz. Est-ce que c'était mieux? Bon, à nous de juger. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire l'histoire de ce film est l'une des premières pierres qui fait qu'aujourd'hui, la France n'a plus de... D'abord, a perdu ce qui était un de ses fleurons industriels, même si on peut dire que le nucléaire, c'était pas bien, mais en tout cas, c'était un fleuron industriel. Et puis du coup, on a fait des accords avec des pays qui sont peut-être pas mieux. Quant aux Chinois, les Chinois, ils en ont profité. Puis après, ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit, c'est quoi ce bordel? En fait, à l'époque, c'est Moscovici qui était ministre, je ne sais plus quoi, qui était là à rassurer les Chinois, qui commençaient à flipper en disant, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec cette femme et tout ça? On n'est pas être mêlé à ça. Ils n'étaient pas mêlés à ça, d'ailleurs, hein, sincèrement. Mais bon, voilà. Et je ne sais plus quelle était la question, là, je suis en train de partir dans un truc avec les Chinois. Si, c'est lié aux Chinois. Je Oui, me demandais si Chinois. vous aviez envie de dénoncer, du coup, Non, au passage, c'était un peu un film militant, du coup. C'est un film militant sur elle, c'est Oui. un film... Et pas sur le fait que on Non, rend j'ai notre pas. énergie aux Chinois. Notre induit savoir-faire. ça fait partie de l'histoire, mais la vraie histoire, c'est pourquoi cette femme a été maltraitée, pourquoi cette femme, sa parole a été remise en cause, pourquoi on a dit que c'est une mythomane. Voilà, dans ce milieu-là. Voilà. Ça, c'est ce qui m'intéressait, ce que je voulais vraiment montrer. Après, j'ai pas l'ambition de refaire toute l'économie française et l'économie énergétique, mais c'est intéressant de voir que ça a des ramifications. Voilà. Tout à fait. Eh bien, est-ce qu'il y a encore une dernière question peut-être? Et sinon, une dernière question. Moi, j'avais une question, un peu de curiosité concernant la forme du film, enfin une partie de sa forme. Est-ce qu'il y a dans le film des clins d'œil volontaires ou pas à Hitchcock, à Lynch, sur la gémellité entre le personnage d'Isabelle Huppert et la fliquette qui devient blonde par moment? Enfin, j'ai vu plein de petites choses passer. Je me suis dit, c'est peut-être que moi. Non, c'est pas que vous. Alors, Hitchcock, c'est-à-dire que quand je parle du chignon dans le carré, il est vrai, elle le sait comme ça. Elle nous a envoyé des photos, elle le sait, ce chignon en spirale. Évidemment, moi, en tant que cinéaste, ça m'a fasciné. Au-delà d'Hitchcock, mais aussi de cette figure, de cette femme qui aspirait quoi, dans une spirale, c'est le cas de le dire. Donc, c'est vrai que je trouvais ça assez visuel et que je voulais le montrer. Évidemment, je ne suis pas bébête et je sais que ça rappelait Hitchcock et qu'il me vague dans Vertigo. Donc, oui, mais j'ai pas fait le chignon comme ça pour que ce soit Hitchcock, il l'était. Alors, quant à Mulholland Drive ou je ne sais pas quoi de Lynch, alors là, pourquoi pas, ça me fait très plaisir. Alors, c'est vrai que par exemple, le personnage de cette jeune gendarmette n'existait pas dans la réalité. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'ordinateur de la gendarmerie, il y a un gendarme qui a tapé viol, agression sexuelle, scarification, et que l'ordinateur a ressorti des dossiers, dont le dossier de la femme Veolia. Mais ce gendarme, avec ce dossier, est allé revoir ses supérieurs, et là, on retombe comme c'était dans le film. Les gendarmes ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? Il y a des teintes partout, enfin exactement comme ça. Bon, de toute façon, elle a avoué, c'est fait. Et puis, le vrai dossier juridique a été détruit. Alors, on ne va pas être parano parce que la justice ne stocke pas tout à l'époque et elle détruisait un dossier sur 5. Enfin, c'est comme celui-là qui a été détruit. Pas de chance. Mais voilà. Donc, le dossier de la femme violée a été détruit. Par contre, ce qui s'est passé après dans la réalité, c'est la journaliste de l'Obs, quand elle a refait l'enquête, qui a retrouvé la trace de ce petit bout de cette affaire de cette femme Veolia. Et c'est elle qui est allée voir la femme Veolia. Et la femme Veolia a raconté son histoire, comme elle la raconte dans le film, à la journaliste. Et nous, pour les besoins du film, on s'est dit qu'on ne va pas introduire tout d'un coup de journaliste les 10 dernières minutes, et c'était plus fort que ce soit le personnage de Maureen Carnet. Donc on a inventé ce personnage de la jeune gendarme pour lier tout ça et arriver à ça. Mais à l'arrivée, c'est exactement ce qui... Enfin, la finalité, c'est ça. La femme, c'est entièrement vrai ce qui lui est arrivé, malheureusement, et ce qu'elle a raconté, c'est exactement ce qu'elle raconte. Donc il y a des choses très similaires. Comme le personnage de la présidente du jury, de la présidente du tribunal. Moi, en tant que scénariste, jamais j'aurais pu inventer ça. J'aurais pas osé me dire, allez, maintenant, je vais mettre une femme pour que ça... Dans la réalité, ça a été une femme, et les questions qu'elle pose, c'est exactement au mot près les questions qu'elle a posées pendant le procès. C'est-à-dire que Isabelle, j'allais dire,
Maureen est arrivée dans la salle en voyant cette femme avec ses 2 assesseurs et elle s'est dit « Ouf, enfin des femmes, je suis sauvée ». Ben là, mauvaise pioche, et elle est tombée sur cette femme qui l'a détruite. Alors au 2e procès, c'était que des hommes, et pour le coup, ils ont plaidé sa cause. Et ça, c'est fascinant, quoi. C'est fascinant, parce que c'est même un rapport de pouvoir au bout d'un moment. Donc, il y a des scènes comme ça, surréalistes, que je n'aurais pas pu inventer. Comme la scène du flic, ce fameux interrogatoire où elle est en garde à vue, et tout d'un coup, dans la nuit, un flic débarque, elle ne sait pas qui c'est, le mec s'assied en face d'elle et lui hurle dessus, et elle ne l'a jamais revu, et personne ne lui a jamais dit qui était ce mec, elle l'a vraiment vécu, et c'est vraiment là qu'elle a craqué et qu'elle a avoué qu'elle était coupable. Et ça, pour inventer ça en tant que scénariste, il faut être balèze. Donc finalement, j'ai pas eu tellement à me creuser la tête, mais c'était tellement fort que, évidemment, je voulais le retranscrire en tout cas. Oui. Sur la disparition des dossiers, le hasard fait des fois bien les choses. Le dossier d'Émile Louis avait disparu dans le tribunal d'Auxerre. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Puis j'avais une autre question à vous poser. Vous disiez qu'il y aurait une autre séance où il y aurait la présence d'Isabelle Huppert et de Maureen Carnet. Ah, une autre séance, un débat? Non, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais avec Maureen, on en a fait plusieurs. Isabelle, elle ne pouvait pas, elle tourne. Et puis Maureen, c'était son histoire, donc c'était très intéressant. Non, ça y est, c'est pas prévu ça, en tout cas. Maureen, oui, on doit faire encore des choses ensemble. Non, j'ai dit, elles vont faire de la promotion ensemble. Voilà, elles vont faire des émissions de radio, des trucs où elles seront ensemble. Ça, voilà. Je voulais aussi redire quelque chose. Oui, alors je voulais dire quelque chose, c'est que par exemple, à la fin, la fameuse dernière scène où elle est auditée par des sénateurs ou des députés, ça n'a pas existé. C'est ce qui pourrait exister. C'est-à-dire que quand Maureen Carnet a été blanchie la 2e fois, elle a voulu faire appel. Elle est allée voir le procureur. Elle a dit voilà, je voudrais faire appel. Le procureur lui a dit vous avez le droit, pas de problème. Je vous préviens juste, premièrement, on ne vous fera aucun cadeau. Deuxièmement, ça veut dire on rouvre l'enquête et les enquêteurs seront les mêmes. Donc là, elle s'est dit waouh, je recommence tout avec les mêmes. Troisièmement, rien ne dit qu'à l'issue de cette enquête et d'un nouveau procès, vous ne soyez pas à nouveau accusé d'avoir tout inventé. Plus ce que ça coûte en frais d'avocat. Et là, Maureen était dans un tel état psychologique, physique et psychique qu'elle a dit « je n'y vais pas et je ne fais pas appel ». Aujourd'hui, ou demain, si tout d'un coup, grâce à cause de ce film, quelques consciences se réveillent, rien n'empêcherait un sénateur, un député, un magistrat, un procureur de se dire comme on dit, what the fuck, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi ça n'a pas été éclairci? Pourquoi on ne rouvre pas le dossier? Ça pourrait se passer. Mais ça ne peut pas être elle qui ait la charge de ça, ou qui en soit à l'initiative. Mais rien n'empêcherait aujourd'hui, comme je viens de le nommer, de le dire, qu'une autre personne ou qu'une autre entité se penche sur le dossier et demande à la réouverture. C'est intéressant. Jean-Paul Salomé, non seulement vous êtes un immense cinéaste, mais en plus vous êtes un très bon orateur. On vous remercie 1000 fois, on vous applaudit très fort. Et juste une dernière chose, alors pas pour moi, si vous avez aimé le film, parlez-en sur les réseaux sociaux, parce que ça le protège. Moi, ça ne me protège pas moi, on verra, mais enfin si aussi, quoique finalement, ça me protège aussi. Non, mais c'est important. Parlez-en parce que plus on en parle et plus le film est intouchable. Voilà. Et dernière chose, notre partenaire, donc Chocolat, voilà, notre partenaire Sébastien Papillon, vous a fait des chocolats à l'effigie du film, enfin à l'image du film, donc vous pourrez ouvrir la petite boîte. Alexandre Jury qui m'a... Non, du chocolat, du tout, avec sa fameuse Papillonella qui est... Je vais les faire goûter parce que... Le Nutella local, et après quelques douceurs orléanaises, à savoir vinaigre et moutarde, pour que la prochaine sauce de salade, vous soyez encore avec nous. Voilà. Je ne regrette pas d'être venu. Merci en tout cas, et merci pour Maureen.
Et très contente à chaque fois qu'il y a du monde et que les gens voient son histoire. Voilà, merci pour elle. Et lundi soir, pour ceux qui sont là, nous recevons Alexis Michalik. Alors Voilà. ça, je suis pas sûr. Hein. Non mais c'est vrai, on peut pas voir tous les films. Voilà, si, c'est très bien.